Le point luxe, parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Je suis Émilie Chenot, journaliste, et je serai votre hôte pour ce podcast. Le mois de septembre est le mois de la mode et aussi l'anniversaire de Karl Lagerfeld qui serait né un 10 septembre. Alors, quel meilleur moment pour parler de cette légende de la mode? Figure incontournable du secteur du luxe, je vous raconte Karl Lagerfeld en 5 points. Et vous ne vous prenez pas pour Karl Lagerfeld? Je ne sais même pas qui c'est. La première chose à savoir sur Karl Lagerfeld, c'est qu'il a entretenu un mystère autour de sa date de naissance et un flou persistant sur tout son passé. On sait aujourd'hui qu'il est né un 10 septembre. Il a avoué plus tard qu'il serait né en 1935 ou en 1933. Il déclarera que lui-même ne sait pas. En effet, sa mère a changé sa date de naissance pour aucune justification. On sait qu'il est né à Hambourg, en Allemagne, et qu'il vient d'une famille aisée. C'était un enfant très précoce qui adorait dessiner, lire, découper des mannequins dans les magazines de mode. Au début des années 50, Karl et sa mère vont quitter l'Allemagne pour rejoindre Paris. À son adolescence, il rentrera au lycée Montaigne à Paris et tombera amoureux de la rive gauche. Il passera le plus clair de son temps à arpenter les rues de la capitale, à aller au cinéma, et c'est là que sa carrière débute. Ses talents de dessinateur lui permettront très vite de commencer à gagner sa vie, et en 1954, sa vie basculera. En effet, en 1954, il remporte le premier prix ex-aequo avec Yves Saint Laurent du secrétariat international de la laine. Un premier prix qui fera naître une rivalité entre deux hommes qui ont marqué le monde de la mode. Je veux bien être gentil, mais il ne faut pas que ça se voie. Comme je le disais, en 1954, Karl Lagerfeld remportera le premier prix ex-aequo avec Yves Saint Laurent du secrétariat international de la laine organisé par Woolmark. Lui gagnera le premier prix dans la catégorie manteau et Saint Laurent dans la catégorie robe du soir. Tous les deux se feront remarquer par le jury, très prestigieux lors de cette soirée. En effet, Saint Laurent intégrera la maison Christian Dior suite à cette soirée et Karl Lagerfeld intégrera Balmain. C'est à ce moment-là que les premières notes d'une grande rivalité feront surface. Pourtant, les deux hommes partagent de nombreux points communs. En effet, ils sont tous les deux nés et ont grandi à l'étranger, et ils sont tous les deux issus de familles aisées, et sont très proches de leur mère, à tel point que ce sera leur modèle, surtout pour leur création. Leur point commun ne s'arrêtera pas là, puisqu'ils vont tous les deux partager l'amitié de Victoire d'Outrelot, très grande mannequin de l'époque. Karl Lagerfeld partagera une simple amitié avec elle. Pour Yves Saint Laurent, Victoire sera une véritable muse, une confidente, une amie sur qui il peut compter. Lors de son internement pour dépression, Karl Lagerfeld se servira de sa convalescence pour se rapprocher de Victoire et organiser des petits déjeuners hebdomadaires, ce qui renforcera la rivalité entre les deux hommes. Mais ce n'est pas tout, puisque les deux hommes ont même partagé le même amoureux. En effet, c'est Jacques Bacher qui brisera définitivement leur amitié. Avant d'être l'amour fou de Karl, ce dandy deviendra l'amant sadique d'Yves Saint Laurent, puisqu'il entraînera dans sa débauche entre consommation de drogue et d'alcool. Avec Karl Lagerfeld, les choses seront différentes, puisque Jacques Bacher et lui entretiendront une relation durable et platonique. Karl Lagerfeld dira que c'est la personne la plus amusante qu'il connaisse. Il sera un véritable soutien pour Jacques Bacher quand il succombera du sida en 1989, et Karl Lagerfeld entamera une phase de deuil. Quand ça devient trop branché, la frontière du ringard n'est pas loin. Ah ouais. Alors la rivalité entre Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld ne s'est pas arrêtée là, puisque en effet Yves Saint Laurent grandit très vite dans le secteur de la mode, il se fera remarquer très très vite et il aura sa propre maison de luxe très rapidement. Quant à Karl Lagerfeld, lui, il s'était fait plutôt discret. Véritable électron libre, Karl Lagerfeld a fait ses classes chez Balmain jusqu'en 1959 où il sera nommé directeur artistique chez le couturier Patou. Mais c'est en 1963 où sa carrière prend un tout autre tournant puisqu'il devient le créateur des accessoires de la marque de mode Chloé. Il innove et instaure ainsi le prêt-à-porter dans la maison. Il fera ça pendant 20 ans jusqu'en 1983. En parallèle de ses activités chez Chloé, Karl Lagerfeld travaillera également avec Fendi à Rome, dont il créera le logo en 1965. En 1983, il quitte la maison Chloé pour devenir le directeur artistique de l'ensemble des collections haute couture, prêt-à-porter et accessoires de la maison Chanel. Cette époque-là, il choisira Inès de la Frésange, mannequin vedette avec qui travaillait chez Chloé, pour travailler avec lui chez Chanel.
C'est la première mannequin à être autant médiatisée et qui signera le premier contrat d'exclusivité avec une maison de haute couture. En 1984, Karl Lagerfeld saute le grand pas et ouvre sa première maison de prêt-à-porter, Karl Lagerfeld. En 1998, dans la lignée de Karl Lagerfeld de sa maison de prêt-à-porter, il lance Lagerfeld Gallery, une galerie consacrée à la photographie et aux livres et avec le prêt-à-porter de luxe. Il renommera ça en 2005 en Lagerfeld Collection. C'est en mars 2019, un mois après le décès de Karl Lagerfeld, que sa carrière au sein de Chanel se termine puisque ce sera la dernière collection du créateur. Bon, comme j'ai fait tellement de choses différentes, c'est très difficile à dire. Bricoleur. On connaît l'importance de Karl Lagerfeld dans le secteur du luxe. Pourtant, c'est lui qui a inventé un concept plutôt fort en marketing, ce qu'on appelle le masstige. En fait, le masstige, c'est un mélange entre la consommation de masse, qui est plutôt appropriée à des marques de prêt-à-porter comme H&M, Zara, etc., au prestige, donc les marques de luxe et haut de gamme, que Karl Lagerfeld a donc porté pendant toutes ces années. Il a commencé, en fait, ça a été le premier à faire une collection capsule avec la maison, avec la marque H&M en 2004. Alors cette collection avec H&M, ça a été un véritable succès puisque en quelques minutes, les centaines de magasins qui proposaient cette collection capsule ont été dévalisés. Il restait plus rien et ça a même irrité le créateur puisqu'il a déclaré « Je trouve pénible que H&M ait contrarié tant de gens, c'est du snobisme, de l'anti-snobisme ». Donc ça tenait à cœur à Karl Lagerfeld de développer des collaborations qui permettaient aux consommateurs d'avoir ses créations. Donc c'est pour ça que, par exemple, en 2004, pour la Saint-Valentin, il créera 2 timbres pour la Poste en collaboration avec Chanel. En 2008, il fera l'architecture d'intérieur de la Isla Modal, donc c'est un îlot qui est consacré à la mode à Dubaï. Également, il fera un coffret de Noël avec le Petit Larousse illustré. Il relookera le journal Libération en 2010. Et il va rhabiller, en fait, il va redesigner la bouteille de Coca-Cola Light. En 2011, il va collaborer avec Optique 2000 et créer plus de 55 modèles de paires de lunettes. Il va également dessiner le maillot de l'équipe de foot de France, à l'instar de Jean-Paul Gaultier qui fera de même ensuite. Il va également faire des tournages publicitaires pour Volkswagen ou encore Magnum. En fait, il voulait vraiment être proche de tous les consommateurs et pas uniquement de l'élite. Vivre dans l'inconscience de ma suffisance enfantine. Alors Karl Lagerfeld, c'est la mode, mais pas que, puisque en fait c'était un illustrateur à la base et il a toujours été très créatif. Sa créativité, il l'a également mis au service de la photographie, c'était une passion qui l'animait depuis toujours. Il était d'ailleurs très fasciné par les clichés de mode, notamment du photographe Irving Penn. C'est lors des années 1980 qu'il mettra cette passion au service de Chanel encore une fois, puisqu'il prendra en charge les collections de Chanel et les photographiera lui-même. Il avait envie de tout contrôler, donc ça marquait un peu cet esprit-là aussi de sa part, de tout contrôler, puisqu'il s'occupera du recadrage des spots publicitaires de Chanel, des photographies des mannequins, etc., etc. Au cours de sa carrière, il sera également mis en avant dans les publicités, mais il sera également mis en avant plus comme Karl Lagerfeld, le créateur de mode, mais également Karl Lagerfeld, le photographe. Donc il va développer des sujets photographiques, qui sera surtout en noir et blanc, tout comme l'a été ses lignes couture chez Chanel ou même chez Chloé. Il va donc s'exprimer également par la photographie, par des différents styles. Il va se caractériser dans cet art et il fera partie du paysage culturel à Paris et dans le monde au niveau de la photographie. Il sera notamment exposé dans de nombreux lieux culturels et il sera même égérie du Salon de la photo en 2011. Et il présentera donc le portrait de nombreuses personnalités. Parmi les personnalités qu'il a photographiées, il y a eu Jacques Chirac, Claudia Schiffer, il a même fait des autoportraits, Vanessa Paradis. Enfin bref, la liste est longue et il s'est beaucoup amusé dans cet art. Il aura même l'occasion de sortir des livres photos dont il sera l'auteur et c'est un très très grand honneur pour lui qui était un véritable amoureux de la photographie. Je n'ai pas besoin de psychanalyse.
Je connais la question et la réponse. Karl Lagerfeld, l'incontournable de la mode. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura appris beaucoup de choses sur la vie de ce créateur. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode.